bien. J'ai la chance de faire partie du conseil d'administration de Supply Chain Plus. Donc, on m'a confié la mission de pouvoir tenir les délais. Donc, comme toujours, comme à la maison, comme au boulot, la Supply Chain doit tenir le délai pour que tout le monde puisse partir à l'heure. Ce qui n'est pas toujours le cas de l'aéronautique, et on va le voir, et c'est justement l'objet de l'explication. Comment on fait pour tenir, malgré tout, les délais. Alors, j'essaie de faire quelque chose un peu ludique. Il y aura beaucoup d'images, beaucoup de petits dessins pour que ce soit un peu drôle. La Supply Chain, par le management des risques, alors les risques, tout le monde en parle. Quand on commence à parler management des risques, là, on pense tout de suite des sociétés lourdes, et donc ça peut être tout de suite très administratif. Donc, c'est ce que je vais vous présenter. Alors, avant quand même, le groupe Safran, pour vous faire toucher du doigt la complexité du groupe Safran dans le monde aéronautique. On est donc un leader mondial dans un certain nombre d'acteurs, notamment au niveau des moteurs, au niveau des sièges, des trains d'atterrissage. On est également dans le domaine de la surveillance des data avec les satellites. Mais également, on est également en partenariat avec la société Airbus, avec la société Ariane Group, et Ariane 6 est partie du scope. Donc quand il y a un petit peu des retards côté Airbus, côté Safran, côté Ariane, c'est un petit peu à cause de nous. Et en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Donc, pour vous faire toucher du doigt la supply chain, quand moi je suis arrivé dans le groupe, je venais du monde des télécoms, j'étais extrêmement surpris de rajeunir de 20 ans. De se dire, oh là là, j'ai l'impression, il y a eu des travaux qui ont été menés, mais ce mode projet, jamais capitalisé. Et donc là, il fallait tout mettre en place pour pouvoir accélérer les flux, toucher du doigt également toute la partie problématique des volumes, puisqu'on partait vers des cadences assez fortes de la part de nos clients, Boeing, Airbus. Et donc c'est tout cela qu'on a essayé de mettre en place, et c'était quelque chose, cette notion de supply chain management est nouvelle pour l'aéronautique. Et encore, aujourd'hui, quand on parle de supply chain management à nos grands clients, on est en anglais, supply chain, chaîne d'appro. On est loin de la planif, et quand on parle de planif, on parle de logistique et de planification. On n'est pas dans supply chain management. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de monde de l'aéronautique, ils n'ont pas forcément compris que c'était pour eux aussi. On a des schémas industriels qui sont extrêmement longs. Des lead time, un train d'atterrissage, c'est 36 mois quand tout va bien. Vous voyez, quand il y a des aléas, des crises Covid, il faut freiner 36 mois avant. 36 mois avant, on ne le savait pas. Donc on est parti pleine balle et on a dû s'arrêter. On a des fournisseurs extrêmement fragiles puisqu'on est dans un monde d'high-tech, donc des niches technologiques. Bien souvent, c'est des carve-out de grandes sociétés comme Safran, comme Airbus. Donc des petits fournisseurs extrêmement performants, mais pas forcément capacitaires. Et donc le sujet, c'était d'expliquer comment on va mettre en place un supply chain management et positionner ça au cœur de l'industrie aéronautique. Alors après, j'ai entendu ce matin la question de monsieur de dire un énième référentiel. On s'appuyait sur les référentiels qu'on utilisait. Déjà, Oliver White, on l'a mis un petit peu en forme pour que ce soit un petit peu attractif. Mais on a tout un référentiel, à la fois en termes de grille de maturité, de manuel, de handbook, de glossaire, mais également sur les métiers, puisqu'on avait une carence de compétences supply chain dans le monde aéronautique pour bien comprendre ce qu'il y avait lieu de faire. Et on a même fait une petite vidéo pour expliquer c'est quoi la supply chain. C'est une chaîne globale et ce n'est pas uniquement une boucle entre une société et ses fournisseurs. Alors aujourd'hui, on a quand même vécu l'épisode Covid avec un gros coup de freinage. Nous étions en supply chain 7400. Aujourd'hui, nous sommes moins de 6100. À fin 21, on était 6200 en supply chain. On est dans 15 pays. On a un footprint industriel, on a 150 sites. Je ne vous fais pas de dessin sur le nombre de plateformes logistiques. On a des sites de maintenance. Il y a plus de 3500. En fait, la réalité, elle est plus près de 5000. Donc, on joue sur la planète. On a des équipements extrêmement complexes. Si vous voyez le train d'atterrissage de la 320 Neo, qui est tout en haut à gauche, dans le schéma industriel global, il fait quand même, bouchez vos oreilles, 2 fois le tour du monde avant d'être monté sous avion. Donc l'empreinte carbone, on est dedans. Il va falloir qu'on change nos schémas industriels pour pouvoir remettre tout ça au cœur du débat. Derrière, tout ce qu'on a dit ce matin, satisfaction client, maîtriser nos stocks en cours. Alors, en supply chain, j'ai la chance d'être le garant de la banque qui gère les stocks en cours. Je ne vous donnerai pas la valeur, mais c'est en milliards. On essaie de maîtriser nos coûts et évidemment l'empreinte carbone. Et tout ça, ce qu'on nous demande, c'est de livrer conformément aux engagements, mais ça, c'est le B.A.-bas. Qu'il n'y ait pas de surstock, pas de rupture. On a des chaînes logistiques infernales. On a des chaînes donc, qui traversent le monde, mais avec des fournisseurs de rang 2, de rang 3, de rang 4, rang 5. Et nous, notre problématique, c'est justement de surveiller les flux entre nos fournisseurs. Et surtout, on va commencer à envisager quelle est la conséquence d'un aléa dans un flux dans la chaîne. À fin 2017, pour vous faire comprendre pourquoi on en est venu à ce pilotage des risques, à fin 2017, on est pas mal.
La performance supply chain a atteint un niveau de 90%. Alors évidemment, pour ceux qui travaillent dans le grand public, 90% c'est détestable. Nous en supply chain, 90%, c'est en vent arrière, il fait beau, tout va bien. On a réduit nos stocks de 30 jours de CA. Quand vous avez un chiffre d'affaires de 24 milliards, vous en déduisez de combien on a réduit nos stocks. On a une maturité qui est correcte pour pouvoir attaquer nos ramp-up, mais on est parti dans un ramp-up au long cours, c'est-à-dire avant crise Boeing, avant crise Covid, on a des cadences annoncées par Airbus de l'ordre de 55, Boeing plus près de 70. Donc on est parti dans un approvisionnement avec des très gros volumes avant d'attaquer un certain nombre de problèmes. Et au passage, on prépare le Brexit aussi. Même si ça peut paraître derrière nous, je peux vous dire que ça nous a fait travailler avec des stocks pour anticiper les blocages à la frontière dans le quartier. Ça venait complexifier et rajouter des stocks dans le circuit. Et puis, crise Boeing. Boeing décide, sous la pression évidemment, après 2 crashs, on arrête la production en janvier 2020. 2020 n'est pas forcément la bonne année, puisqu'on a la crise Covid en mars, avec ses différentes vagues. Et puis derrière, on enchaîne avec la crise Ukraine en 2022. Et même la crise Covid en 2022, vous vous rappelez tous que l'usine du Monde à Shanghai était arrêtée pendant un long moment, cet hiver, au printemps, qui nous a beaucoup impacté. Donc comment on fait? Parce que quand vous êtes en supply chain, que vous prenez des rafales de claques comme ça, et que tous les jours, vous découvrez une nouvelle difficulté, vous dites, les risques. On s'est pris tous ces risques-là, et aujourd'hui, on est dans la phase des mouvements sociaux. Je ne sais pas si on commence à le voir du côté des transporteurs. Quand vous avez une inflation galopante qui est à 5,7 à fin mai, annoncée à 12% en fin d'année, tous autant que nous sommes, si on a 0% d'augmentation, ça fait du moins 12 sur le bulletin de salaire. Donc je pense que ça peut être aussi facile que ça. Les coûts des matières, les coûts des transports, tout ça va s'envoler. Donc on rentre dans une phase hyper instable. Et donc le dernier, je pense, on va l'avoir. Si vous n'avez pas coché un de ces risques au-dessus, je pense que vous êtes passé à côté de quelque chose. Ou alors vous êtes privilégié. Comment on va faire pour pouvoir justement se dire à chaque crise, éviter de recommencer, prendre les pieds dans le tapis, je récupère. On va essayer d'imaginer comment on peut fonctionner en mode tout-terrain, quoi qu'il arrive. C'est ambitieux. Hein. Donc, la première des choses, il faut déjà établir la cartographie de risque, mais jusque-là, ça reste raisonnable, mais il faut être absolument exhaustif. Tout peut arriver. Qui aurait imaginé le Covid? Qui aurait imaginé la guerre en Ukraine? Qui aurait imaginé l'arrêt de la Chine? Pas grand monde. Après, quand vous avez identifié le risque, mais là, c'est le B à bas, vous dites quel plan d'action je mets en place si le risque arrive. Troisième point, quand le risque commence à pointer son nez, c'est là où vous soyez absolument vigilant pour le détecter au plus vite, pour que vous puissiez imaginer quel est votre plan d'action que vous avez envisagé pour pouvoir couvrir ce risque. Le deuxième, quand on est sur des schémas industriels de 36 mois, avec des schémas industriels qui circulent à travers le monde avec beaucoup d'empilement de fournisseurs, vous devez connaître parfaitement vos schémas industriels. Où passent vos pièces? Est-ce que, souvent, on découvre un fournisseur de rang 4? Nous, on aime bien traiter les surfaces dans l'aéronautique. Donc, vous avez un fournisseur qui prend le bon goût de toujours brûler au moment où vous ne le voulez pas. Et donc, vous découvrez d'un seul coup, on dit non, je ne suis pas impacté. Et puis, au bout de 3-4 semaines, on dit non, mais le fournisseur de rang 3 est en train de me dire qu'il, lui, finalement, il sous-traitait ce fournisseur-là. Et donc, on est un peu en plein brouillard. Donc, l'importance de connaître parfaitement votre schéma industriel pour que vous ayez, et ça, je pense que tous supply chainers dans la salle que vous êtes, je pense que tous, on aimerait avoir, quand on arrive le matin, devant notre PC ou même à la maison sur notre smartphone, la situation parfaite de toutes nos pièces à travers le monde. Qu'on ne soit pas en mode à jouer tous à où qu'il est. Parce que ça, je peux vous dire que dans le groupe Safran, dans les 6200, je pense qu'on a des spécialistes du où qu'il est. Avec, la dernière fois, je l'ai vu en mode sémaphore. Ah, je l'ai vu là. Ah bah non, il n'est pas là. C'est pas lui, c'est un autre. Donc ça, il faut qu'on ait la visibilité. Et donc derrière, évidemment, il faut anticiper. Donc pour pouvoir avoir cette visibilité, et là je reprends la présentation de Mathieu qui fait complètement écho, on met en place un cockpit de pilotage de la supply chain pour pouvoir capter les données, et là l'importance de la propreté de la donnée est vitale, pour pouvoir, et là on revient sur un des basiques de la supply chain, c'est on veut avoir la pièce au bon endroit et dans le bon timing. Une fois que vous avez dit ça, c'est basique, sauf que quand vous avez des schémas
couverts. Là, vous avez dans le schéma industriel, vous voyez le schéma industriel d'un train d'atterrissage qui est sans arrêt en train de faire sillonner le monde. Donc quand vous êtes dans un avion et autres, il faut le savoir. Et donc on récupère de la data, on l'analyse dans nos process, et tout ça, on la remonte dans notre cockpit qui nous permet de dire la pièce est au bon endroit, dans le bon timing, c'est vert, un des deux est faux, c'est orange, les deux sont faux, c'est rouge. C'est très basique, ce qui nous permet d'avoir, avec le digital et la data, la vision instantanée pour pouvoir plugger maintenant la couverture risque. Alors, c'est un slide qui fait mal aux yeux, c'est le dernier, je vous promets. On travaille donc, on est là en phase exploratoire et c'est tout le travail que l'on mène. Et on a la chance chez Safran de travailler avec des partenaires académiques, notamment la chaire Centrale Supélec, qui amène des thèses. Et on travaille aujourd'hui sur pouvoir prédire quand est-ce qu'on va livrer un client, quelle que soit l'apparition d'un aléa. Et donc ça veut donc dire qu'on a simulé tous les risques, tous les plans de couverture de risque, et de se dire si ce risque-là apparaît, et quand je fais le point pour pouvoir m'engager vis-à-vis d'un client, on est tous pareils. Vous appelez votre client, vous dites je vous livre dans 15 jours, il est tout content. Puis après, vous le rappelez 3 jours plus tard, vous lui dites vous allez rire, je vous livre dans 3 mois. Il aime moyen bien, surtout quand c'est une grande compagnie industrielle comme représentant ici Airbus. Ils apprécient moyennement la plaisanterie de Safran. Donc on est obligé de s'engager sur des vrais délais et les tenir. Mais s'engager, ce n'est pas une parole en l'air. Il faut que ce soit étayé. Donc c'est tout le travail qu'on est en train de mener, de simulation. Et donc c'est là, derrière, c'est toute l'intelligence artificielle de pouvoir simuler dans tous les sens pour... Alors, on a, en intégrant... La problématique, c'est quand vous avez un cumul de risques. La tartine qui tombe du mauvais côté, qui tombe dans la flaque d'eau. Enfin, c'est jamais très simple à supplier. Et donc, on va simuler pour pouvoir avoir un peu une répartition de courbe de Gauss, de se dire, je suis à 85% sûr de livrer cette date-là. Et après, les algorithmes que l'on met en place vont resserrer la courbe de Gauss et essayer de la déplacer vers la droite pour dire, on est sûr de vous livrer à 95%, on est sûr, avec un intervalle de sécurité de 1 ou 2 ou 3 jours. C'est tout le travail que l'on a là. Donc, il y a des outils de simulation, il y a des outils d'évaluation de performance, parce qu'évidemment, c'est un outil d'aide à la décision. Qu'est-ce qu'on veut privilégier? Est-ce qu'on veut privilégier la satisfaction client? Est-ce qu'on veut privilégier le cash, les bits, l'empreinte carbone? Donc on regarde tout ça pour pouvoir dire notre action, notre décision, elle est étayée par rapport à des critères. Et on sait, et c'est le pire qui puisse arriver dans le monde aéronautique, on est très friand de cette solution QRQC. On a un aléa, plus vite je le résous, plus vite je passe à autre chose. Sauf que quand on résout, bien souvent, on est en train de se générer le problème du lendemain ou du surlendemain. Donc des fois, il vaut mieux tendre le dos pendant une journée, se dire, ah oui, je loupe une livraison, mais je touche à rien de l'ensemble des livraisons de mes clients. Ou si je prends une décision qui casse le planning ou qui fait bouger, je veux voir les effets de bord et pour pouvoir annoncer au client, à nouveau, j'ai privilégié tel client, et vous prenez tel impact, etc. C'est tout ce qui se cache derrière l'outil de simulation. Et donc, on travaille avec une doctorante pour pouvoir essayer de prédire la supply chain et prédire les délais de livraison. Et donc tout ça, ce qui m'amène à dire, pour la conclusion de la journée, bienvenue et faites de la supply chain.